La plus grande et la plus dangereuse des prisons dans laquelle un être humain peut se retrouver aujourd'hui est la prison mentale. Dans les conversations menées au quotidien et dans la manière dont nous nous habillons, dans nos projets de vie et même dans nos débats sur les réseaux sociaux, combien de nos décisions nous appartiennent-elles vraiment? La plupart d'entre nous pensent être libres. Nous pensons que nous choisissons nos études, nos carrières, nos partenaires de vie et nos valeurs par nous-mêmes. Mais si nous prenons une minute pour être honnêtes envers nous-mêmes, nous réalisons que nous fonctionnons en mode pilote automatique. On a tendance à répéter les idées reçues, à suivre des modes importés et nous appliquons des modèles de société sans jamais les interroger. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais aborder les pistes pour sortir de cette prison mentale et réapprendre à penser par soi-même afin de pouvoir récupérer notre liberté personnelle qui est fondamentale pour notre bien-être. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. J'ai pour habitude de dire dans mes vidéos que l'on désapprend les anciennes habitudes pour adopter de nouvelles qui sont meilleures. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que cela implique, car le sujet d'aujourd'hui l'exige. Comment décoloniser son esprit et réapprendre à penser par soi-même. Décoloniser son esprit ou désapprendre les anciennes habitudes, ce n'est pas un slogan, ni la manifestation d'une crise de colère contre le passé. C'est un exercice important de santé mentale et de souveraineté. C'est reprendre le contrôle de sa vie pour ne plus laisser les autres décider de ce qui est bon ou juste pour nous. Cela passe bien évidemment par plusieurs phases que je me propose de décortiquer avec vous. La première phase consiste au diagnostic du subconscient hérité. Pour guérir une maladie, il faut d'abord en identifier la cause. Ceci dit, pourquoi avons-nous tant de mal à penser par nous-mêmes? C'est tout simplement parce que notre esprit a été programmé depuis des siècles pour ne pas le faire. L'écrivain et psychiatre martiniquais Frantz Fanon, dans son livre Peau noire, masque blanc, a parfaitement décrit ce phénomène. Il montre comment un peuple peut intérioriser un sentiment d'infériorité en adoptant aveuglément le langage, les critères de beauté et la vision du monde d'une culture dominante. Fanon explique que lorsqu'on apprend à une personne à mépriser ses propres racines, elle passe sa vie à essayer de ressembler à un modèle qui ne lui appartient pas. Et lorsque tu te forces à devenir une personne que tu n'es pas en réalité, cela se répercute de toute évidence sur toutes tes actions et sur ton vécu. Prenons un exemple pour illustrer cela de façon concrète. Cela va porter sur le rapport à nos métiers et au succès. Pourquoi, dans la plupart de nos familles, un jeune qui décide de devenir un artisan d'art ou un artiste chanteur ou encore un designer textile est souvent perçu comme quelqu'un qui a échoué, alors qu'un employé de bureau sous-payé, employé dans une administration, est perçu comme quelqu'un qui a réussi? La réponse, vous l'avez aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons hérité d'une vision coloniale du travail. Plus jeune, personne de mon entourage, moi y compris, ne pouvait tenter de dire à ses parents qu'il veut devenir artiste ou même fermier. Si tu le disais, tu avais signé pour une bastonnade bien corsée. Beaucoup parmi nous avons grandi en Afrique, ont toujours été poussés à faire des concours, peu importe s'ils sont intéressés par le métier ou pas. Car il faut à tout prix entrer dans le Ngomna. C'est ainsi qu'on appelle localement l'administration. On a appris à nos parents que la valeur d'un homme ou d'une femme se mesure à sa capacité à porter un costume, à s'asseoir sous un climatiseur et à servir une structure bureaucratique, plutôt qu'à créer de la valeur concrète sur sa propre terre. L'écrivain kenyan Thiongo, dans son ouvrage Décoloniser l'esprit, explique que le piège le plus dangereux dans lequel nous sommes tombés est culturel et linguistique. Dans la langue d'enseignement et les histoires qu'on nous raconte dès l'enfance, valorise systématiquement l'extérieur, c'est-à-dire l'Occident, dévalorise notre réalité locale. Notre cerveau enregistre un message simple. Tout ce qui vient de chez moi est mauvais et inférieur, tandis que tout ce qui vient d'ailleurs est bon et supérieur. Cette pensée est la cause principale de l'immigration à tout prix qui a causé et continue de causer la mort de nombreux de nos compatriotes. C'est toujours à cause de cela que l'on retrouve aujourd'hui des gens qui dépensent des fortunes pour quitter leur terre et s'installer ailleurs
pensant que le bonheur s'y trouve. C'est aussi cette même mentalité qui nous pousse à acheter du mobilier importé plutôt que d'en faire fabriquer des meubles durables en bois par exemple par un ébéniste local. C'est cela même la manifestation du conditionnement dans lequel on se trouve aujourd'hui. Décoloniser son esprit commence par repérer ces réflexes automatiques dans notre quotidien, en prendre véritablement conscience et avoir la volonté de s'en sortir. Ne vous leurrez surtout pas, car c'est un processus qui demande beaucoup de maturité, d'où la seconde phase qui est de sortir de la posture de victime. La première marque de maturité que vous devez avoir, c'est d'éviter le piège du discours victimaire permanent. Pour ce faire, le politologue camerounais Achille Bembe, notamment dans son livre « Sortir de la grande nuit », nous rappelle une vérité fondamentale. Reconnaître les injustices de l'histoire, c'est une nécessité. Mais s'en servir comme une excuse perpétuelle pour justifier notre inaction présente est une tragédie. Ceci dit, quand vous passez votre temps à accuser les autres, le passé ou encore le système pour tous vos échecs personnels ou collectifs, vous vous enfoncez davantage et vous donnez tout votre pouvoir à ceux que vous critiquez. Si c'est l'autre le responsable de l'état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, cela veut tout simplement dire que vous devez attendre que l'autre change pour que votre vie s'améliore. Ça, c'est de l'anti-souveraineté par excellence. Prenons le cas d'un entrepreneur qui lance un produit, mais ce produit ne marche pas. Et lorsque le projet échoue, il affirme que son échec est dû au fait que ses frères ne l'ont pas soutenu et que le système est contre lui. Pourtant, lorsqu'on creuse bien, on se rend compte qu'il n'a pas fait d'études de marché, il ne s'est pas rassuré que son produit résout un problème précis et concret, il n'a pas mis en place un système de service client pour assurer le suivi, etc., etc. Ceci pour dire que la réalité derrière nos échecs est en grande partie notre responsabilité. Et penser par soi-même, c'est avoir le courage de regarder ses propres faiblesses et ses propres erreurs en face. La souveraineté commence le jour où l'on s'est dit « L'histoire a certes été dure, le monde est injuste envers nous, mais mon avenir est ma responsabilité entière. » Le jour où nous commençons à penser ainsi, nous passons de l'état de plainte continue à la maîtrise. Une fois que nous sommes sortis de la victimisation, nous entamons la troisième phase qui est de développer notre esprit critique à travers notre filtre culturel. C'est ainsi qu'on construit une pensée autonome. L'historien et savant sénégalais, le célèbre Cheikh Anta Diop, dans son ouvrage « Nation, nègre et culture », ne nous demande pas de nous enfermer dans le passé ou encore de rejeter la science moderne. Au contraire, il prône l'assimilation scientifique et technique, à la seule différence qu'elle doit être ancrée dans une conscience historique et culturelle retrouvée. Penser par soi-même ne veut pas dire rejeter tout ce qui vient de l'extérieur. Cela veut dire sélectionner avec intention. L'esprit souverain fonctionne comme un filtre. Il prend ce qui est utile et constructif dans le monde entier et il rejette le poison, l'incohérence et la décadence. Prenons l'exemple de la nutrition aujourd'hui. Plusieurs personnes en Afrique abandonnent beaucoup d'aliments locaux, pourtant frais et nutritifs et parfaitement adaptés à notre climat, comme les différents légumes feuilles, le sorgho et les huiles peu transformées, ou adopter un régime ultra transformé importé simplement parce qu'il est associé au mode de vie moderne. Résultat, on observe aujourd'hui une explosion de maladies de la civilisation, comme le diabète et l'hypertension. L'esprit critique consiste aussi à se poser régulièrement cette question. Est-ce que l'habitude que j'adopte améliore ma condition de vie ou est-ce que je l'adopte pour avoir l'air d'une personne moderne? Ceci nous conduit à la quatrième phase qui concerne le choix de vie sous pression sociale. Là où la dépendance mentale fait encore plus de dégâts, c'est dans notre vie intime, le choix de nos partenaires, la gestion de notre foyer. C'est ici même que l'absence de pensée autonome détruit des vies. Aujourd'hui encore, beaucoup choisissent un partenaire pour valider une norme sociale, rassurer la famille ou briller sur les réseaux sociaux. Et pourtant, votre partenaire de vie est la décision financière, émotionnelle et spirituelle la plus importante de votre existence.
Si vous choisissez quelqu'un qui est encore enchaîné aux pensées coloniales, au paraître et à la validation extérieure, vous signez l'arrêt de mort de votre épanouissement et de vos projets. Prenons l'exemple brûlant du slogan importé et appliqué sans aucune analyse critique. Le concept du 50-50 dans le couple. Sur les réseaux sociaux, on nous vend l'idée moderne et égalitaire selon laquelle l'homme et la femme doivent diviser toutes les factures à part égale, 50% chacun. En apparence, cela semble juste, mais si l'on applique notre grille d'analyse et qu'on regarde la réalité concrète de nos sociétés, que se passe-t-il vraiment? La découverte flagrante est que ce 50-50 financier est en réalité un 150 en faveur de l'homme. Pourquoi? Parce que dans la grande majorité des foyers où l'on exige 50% de contribution financière de la femme, les répartitions des autres charges ne changent pas. La femme continue d'assumer 100% de l'impact physique, biologique et professionnel de la maternité, c'est-à-dire grossesse, accouchement, allaitement ou arrêt ou ralentissement des carrières. La femme continue d'assumer la majorité de la charge mentale et de la gestion logistique du foyer. La femme continue d'assurer le travail émotionnel et d'éducation auprès des enfants. La femme continue à nettoyer, organiser et cuisiner pour la famille. Je m'arrête là. Demander à une femme de contribuer à 50% au budget financier tout en continuant d'assumer la quasi-totalité du rôle traditionnel de gestion du foyer et de la maternité, ce n'est pas de l'égalité. C'est une arnaque intellectuelle. L'homme gagne sur tous les tableaux. Il se décharge de la moitié de sa responsabilité financière traditionnelle tout en conservant les privilèges d'un foyer bien géré. Décoloniser son esprit, c'est aussi être capable de refuser ces modèles plaqués et bancals sans fondement réel. Un couple souverain et raisonné ne suit pas les slogans de mode. Il prend le temps de regarder sa réalité avec honnêteté et clarté, puis définit sa propre alliance. Une alliance basée sur la justice, le respect mutuel et la complémentarité réelle. Pas une illusion d'égalité comptable qui surcharge l'un au profit de l'autre, d'où une fois de plus l'importance du choix du conjoint. Maintenant, de façon plus concrète, quelle est la méthode pratique pour acquérir une autonomie mentale? Comment rééduquer son esprit au quotidien? Voici quelques pistes d'hygiène mentale concrètes que je vous suggère d'appliquer dès aujourd'hui. La première consiste au silence médiatique. On ne peut pas penser par soi-même quand son cerveau est bombardé 8 heures par jour de vidéos courtes, de potins et de distractions. Accordez-vous des plages horaires de silence médiatique. Sans téléphone, sans ordinateur, sans téléviseur. La pensée profonde exige du calme. Deuxièmement, lisez des livres d'auteurs de référence comme ceux cités dans cette vidéo au lieu de consommer le contenu pré-mâché des influenceurs. Ceci afin de muscler votre esprit avec des pensées solides et enracinées. Troisièmement, faites un audit de vos décisions quotidiennes. Avant de faire un achat important, de choisir un vêtement ou de prendre une décision de couple, posez-vous cette question. Est-ce que je le fais par conviction personnelle ou alors juste pour éviter le jugement des autres? Enfin, acceptez le prix de la solitude. Penser différemment signifie que vous ne ferez plus partie de la masse. Vous serez parfois incompris par vos collègues, vos amis ou votre famille. C'est le prix normal à payer pour devenir un individu libre et enraciné. Arrivé au bout de cette réflexion qui est loin d'être exhaustive, nous pouvons affirmer que penser par soi-même est un voyage qui dure toute une vie. Ce n'est pas un état parfait qu'on atteint du jour au lendemain. C'est une discipline quotidienne. Désapprendre des habitudes et des pensées avec lesquelles on a vécu pendant des décennies demande du temps et de la patience. Donc ne soyez pas dur envers vous si vous n'y parvenez pas d'un coup, car c'est un processus qui demande du courage et de la détermination. En faisant ce travail sur moi-même et en partageant cette réflexion avec vous aujourd'hui, mon seul souhait est de s'aimer une graine qui germera jour après jour et qui finira par porter du bon fruit. Que vous soyez en train de repenser votre carrière, de remettre à plat votre vie de couple ou simplement de chercher votre propre voie, sachez que vous avez le droit et le devoir de définir vos propres règles.
Rapprochez-vous de votre essence, refusez le suivisme aveugle et pensez désormais par vous-même. Si vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour soutenir notre travail et surtout, partagez-la avec vos proches pour éveiller les consciences. Je vous attends en commentaire pour poursuivre cet échange. De là, prenez soin de vous. On est ensemble.